Alain Benex, bonsoir. Bonsoir Vincent Charpentier. Docteur en archéologie, enseignant, vous vous consacrez à cette période que l'on dénomme le néolithique. J'ai souvenir de vos recherches sur la médecine et notamment les trépanations. Aujourd'hui, vous vous intéressez au travers d'un livre paru aux éditions Errance, aux enfants et à la mort dans l'Occident néolithique. Alain Benex, quelles seraient les causes de ce baby-boom? Assurément un nouveau mode de vie, mais est-ce l'agriculteur ou la sédentarité? C'est une excellente question. Les deux pistes sont envisageables, évidemment. Avec l'apparition d'une économie de production, donc avec des éleveurs et des producteurs de nourriture, on pourrait penser qu'effectivement les hommes disposaient de beaucoup plus de denrées alimentaires et donc cela permettrait une augmentation de la population. Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, c'est plutôt la sédentarité. Des paléodémographes se sont intéressés à la question, je pense à Jean-Pierre Bocquet-Appel, et en fait, c'est tout simple. Les paléolithiques qui étaient des nomades, qui étaient des chasseurs-collecteurs, se déplaçaient beaucoup et évidemment, lors de leur déplacement, continuaient à allaiter plus longtemps leurs enfants que des populations sédentaires. Et vous savez que lorsque une femme allaite, elle n'est plus fertile, elle n'est plus féconde. Il faut attendre un certain temps, c'est ce qu'on appelle en termes un peu médical la distance intergénésique entre deux grossesses, et on peut estimer que cette distance était de l'ordre de 4 à 5 ans chez des nomades, alors qu'elle retombe à 2 ans et demi chez les sédentaires. Et donc, si les femmes sont plus rapidement fécondes chez les sédentaires, cela permet donc une augmentation des naissances et donc une augmentation de la population. Donc les femmes néolithiques auraient moins allaité ? Elles auraient moins allaité puisque, en étant sédentaires, elles pouvaient s'occuper davantage des enfants, les laisser dans les habitations, etc. Elles ne les avaient pas constamment dans les bras comme des nomades, et donc l'enfant peut se sevrer plus rapidement. Alors que, effectivement, chez les nomades, l'enfant est toujours perpétuellement dans les bras de la mère. A-t-on une idée du taux de natalité? Un archéologue, plutôt un archéo-anthropologue, Claude Masset, s'était interrogé sur ce sujet. Oui, alors... En fait, on n'a pas d'idée très précise. Les estimations que l'on peut apporter, elles sont déduites de comparaisons en fait historiques. C'est-à-dire pour des populations, on va dire d'ancien régime, où les taux de mortalité infantile étaient importants. On estime en général qu'un enfant sur 2 n'atteignait pas l'adolescence. Et donc par comparaison, on peut estimer qu'une femme néolithique pouvait mettre au monde entre 6 et 8 enfants, mais dont la moitié ne survivait pas. On estime à peu près qu'un quart décédait entre la naissance et la première année. Donc au moment de l'accouchement ou dans les dernières semaines de grossesse ou dans les premières semaines de la vie, ce qu'on appelle la mortalité périnatale d'ailleurs, et ensuite un autre quart décédé entre l'âge de 1 an et l'adolescence. Donc évidemment, entre la naissance et la mort, le temps était très très limité, puisqu'un enfant sur 2 n'atteignait pas l'adolescence, et donc ça peut expliquer une fécondité aussi abondante. Entre 6 et 8 enfants. Et a-t-on une idée du taux d'accroissement de ce baby-boom? C'est combien de pourcents de plus dans la population? Ça, c'est très difficile à évaluer, puisque naturellement, on n'a aucune idée de la géographie humaine au néolithique. Les populations, évidemment, se multiplient. Les communautés néolithiques sont plus nombreuses que les communautés paléolithiques, mais pour donner un nombre précis, c'est très, très difficile. On estime que le baby-boom néolithique aurait pu provoquer des naissances de l'ordre de 40 pour 1000. Ce qui est... beaucoup ou pas? Oui, c'est beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, on est autour de 20 pour 1000. L'arrivée des premiers paysans a entraîné ce vertigineux accroissement de la population. Est-il perçu par les archéologues? Les archéologues retrouvent-ils les tombes? Oui, alors ça c'est très perceptible au cours de la période néolithique. C'est-à-dire qu'au néolithique ancien, par exemple, on a peu de sépultures. On a peu de sépultures parce que peut-être peu de population. Le baby-boom ne s'étant pas encore manifesté dans sa plénitude, on va dire. Et puis au cours de la période, dès le néolithique moyen, on voit apparaître une multiplication des sépultures pour atteindre des quantités assez gigantesques au néolithique final, avec notamment l'apparition des sépultures collectives. On est autour de 2000 avant notre ère? On est autour plutôt de 3000 avant notre ère, où là on perçoit une quantité de sépultures substantielles et donc qui explique ce phénomène de baby-boom. Mais au néolithique ancien, on a très peu de sépultures. On en a beaucoup pour le centre de l'Europe, dans la culture urbanée, mais dans la zone méditerranéenne, on en a très peu. Par contre, effectivement, à partir du 3e millénaire, là, on a une explosion des sépultures qui doit donc traduire cette augmentation de population. Disons-le tout de suite, Alain Benex, les archéologues ne s'intéressent aux morts que dans la mesure où ils renseignent sur les vivants. Ah oui, c'est une citation de Claude Masset que j'ai citée dans mon introduction. Oui, nous ne sommes pas des nécrophiles, évidemment, mais il n'y a pas mieux que les sépultures pour connaître les vivants. Je fais partie de ces archéologues qui estiment que toute sépulture, du moins individuelle,
a une connotation sociale. C'est-à-dire que la sépulture est le reflet dans la mort de ce que l'individu était de son vivant. Et on a voulu perpétuer cette image dans la mort. Certains collègues ne partagent pas cet avis. Je fais partie de ceux qui pensent cela. Et donc, étudier une sépulture nous donne un bon reflet de miroir des populations vivantes. C'est pour ça d'ailleurs que l'on étudie, quand on fouille une tombe, on n'étudie pas que le squelette, mais on étudie le contexte. Absolument. Ça nous apporte bien sûr beaucoup plus d'informations. Tout est intéressant, puisque le squelette va vous apporter des données, on va dire, paléodémographiques sur l'âge des individus. Vous parliez tout à l'heure, en introduisant l'émission, des traces de médecine, des traces de violence. Donc le squelette est très précieux, évidemment. Mais il n'y a pas que le squelette, évidemment. Il y a les objets qui ont pu être mis dans la sépulture. Donc vous avez les effets personnels du défunt. Vous avez aussi les offrandes qui ont été rajoutées dans la tombe. Vous avez l'architecture de la tombe qui en dit beaucoup. Lorsque vous avez des tombes très élaborées, architecturées, avec des dalles de pierre, etc. Alors que quand vous avez un individu qui a été jeté dans une fosse domestique désaffectée, on n'est pas tout à fait dans la même intention. Et puis vous avez aussi la situation de la sépulture, son emplacement géographique, sa localisation. Donc tout cela constitue un tout qui nous permet évidemment d'en savoir plus sur la structuration, sur la composition des sociétés de ces périodes-là. Voyons les causes de mortalité. La proximité du bétail et bien sûr d'un nouveau mode de vie ont dû faire apparaître de nouvelles maladies, pourquoi pas même des pandémies? Oui, tout à fait. C'était une idée qui est dans l'air du temps. J'en avais parlé dans ma thèse il y a fort longtemps. Oui, tout à fait. La domestication animale a introduit chez l'homme un certain nombre de virus que l'homme ne portait pas, qui étaient portés par certains animaux. Je pense aux porcs, aux bœufs, la grippe porcine, la tuberculose chez les chèvres et les moutons, et qui donc a été transmissible à l'homme. Les virus ont ensuite muté chez l'homme, ils sont devenus donc des maladies humaines, et ont fait des ravages considérables. Et puis il y a tous les commensaux. Ah, tout à fait. Tous les petits animaux qui tournent autour. Tous les petits animaux qui tournent autour. Parce que la souris, elle se développe avec l'homme à partir du néolithique. Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, et ce qui a d'ailleurs suscité la domestication du chat. Pour lutter contre la prolifération des souris. À Chypre, je pense à Jean Guilaine et ses fouilles chypriotes. Tout à fait. Mais plus tard, le rat, porteur évidemment de la peste, bien sûr. On aurait déjà des cas de tuberculose, par exemple, dans le néolithique? Oui, Henri Dudet avait fouillé dans une sépulture collective du sud de la France, donc un niveau funéraire dans lequel il a pu déceler un ganglion calcifié tuberculeux. Et on se situe au néolithique final, donc au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ça devait être absolument terrible, ce genre de maladie. Ça devait décimer une grande partie de la population. Probablement, ce qui peut expliquer d'ailleurs les sépultures d'enfants, parfois assez nombreuses sur certains sites, ou parfois aussi les sépultures collectives où l'on a toute une série de défunts qui sont introduits simultanément dans la sépulture collective. On parle d'ailleurs de sépultures de catastrophe, où il a fallu, dans l'urgence, inhumer une série de morts importantes, inhabituelles, et parfois en dérogeant avec les pratiques funéraires pratiquées jusque-là. Alain Bellex, parlez-moi de la Cribia orbitalia. C'est au niveau du crâne et au niveau de la cavité de l'orbite où l'on décèle donc la surface de l'os présente des petites aspérités, une sorte de porosité. Donc là, les anthropologues discutent beaucoup pour connaître les causes. Les causes peuvent être plurifactorielles. On peut penser à des anémies, à manque de vitamines, anémie en fer, etc. On peut penser au palu, qui a pu provoquer cette destruction de la surface de l'os. Le paludisme était déjà présent, par exemple, aussi haut en France? Aussi haut en France. Dans la vallée de la Seine, récemment, il y a une étude qui a démontré qu'effectivement, le palu avait pu se développer dans les vallées de la Seine et de l'Yonne. Après, en zone plus méridionale, on en connaît beaucoup de cas, attribués au palu en péninsule ibérique, dans les îles Baléares. Mais le palu n'est pas forcément la seule raison de cette Cribia orbitalia. Il peut y avoir surtout cette carence, on va dire, nutritionnelle, qui a pu provoquer ces dégâts, on va dire, sur la surface de l'orbite. Et on pense que les populations de cette époque, au quotidien, subissaient des difficultés alimentaires importantes. Des carences alimentaires, nutritionnelles. On peut mettre en parallèle à ces pathologies les lignes de Harris que l'on retrouve sur les os, notamment sur les phalanges, et qui se développent lors de la petite enfance jusqu'à l'adolescence et qui dénotent des périodes de stress. Et ces périodes de stress pourraient être liées à des disettes, des pénuries alimentaires. Il faut savoir qu'on est dans une société agricole.
et que finalement, jusqu'à l'introduction de la révolution industrielle, de l'agriculture moderne, toutes les périodes de soudure, c'est-à-dire au printemps, sont des périodes difficiles pour les populations paysannes. On a des multiples exemples au Moyen-Âge, à l'époque moderne, et c'était certainement le même cas au Néolithique, puisque c'est des populations qui vivaient des progrès ou des insuffisances de l'agriculture. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Alain Benex, on ne peut exclure des pratiques eugéniques durant cette période. Alors, il y a quelques cas qui sont troublants, effectivement. En Moravie, un collègue a remarqué qu'il y avait une surreprésentation des sépultures d'enfants mâles, enfin de garçons, de jeunes garçons, qui représentent à peu près 3/4 des populations d'enfants inhumés pour 1/4 de filles. Et donc il émet une hypothèse effectivement alors peut-être pas de mise à mort des jeunes garçons, mais peut-être de soins moins important. Oui, moins importants à l'égard des garçons par rapport aux filles, puisqu'il pense que pour des populations qui étaient dans une certaine nécessité au quotidien et dans un schéma, on va dire, de patrie-localité, c'est-à-dire où les hommes restent sur leur lieu de naissance et les femmes quittent donc leur groupe d'origine pour aller trouver mari dans des groupes voisins et puis pour procréer dans des groupes voisins, il était plus facile de laisser partir les filles, mais on gardait en quelque sorte les garçons et on n'avait pas de ressources suffisantes pour eux, donc une sorte d'infanticide sélectif. Dans d'autres cas, je pense à la Roumanie, on a retrouvé des corps de jeunes enfants qui présentaient des malformations osseuses, malformations de la colonne vertébrale, malformations crâniennes, et qu'on en a retrouvé inhumés dans des situations assez anecdotiques, des corps fléchis à l'extrême, où on peut penser que les membres étaient ligotés. Même dans un cas, on a retrouvé des restes d'excréments au niveau du rectum, comme si l'individu avait été enterré vivant. Il avait déféqué en mourant, en quelque sorte. Et vu les malformations que présentait le squelette, certains auteurs ont émis l'hypothèse de pratiques visant à éliminer des individus disgracieux. Donc, dans un monde exogamique, on peut penser que les filles auraient été privilégiées et privilégiées pourraient échanger. Alors attention, il ne faut pas faire de généralité avec quelques cas retrouvés en Moravie. Comme je le dis dans le livre, le néolithique européen, c'est une immense mosaïque de cultures, donc de civilisation en quelque sorte. Ça court sur 4000 ans. Ce qui est observable dans un coin d'Europe à un moment donné ne peut pas être extrapolé. En fait, tout ce que l'on peut faire pour ces périodes-là, puisqu'on n'a pas de texte, c'est de poser quelques jalons et de mettre notre projecteur sur des cas avérés, les décrire, mais de là à généraliser, il faut quand même raison garder. Et on peut penser que ces sociétés, justement, étaient exogamiques ? Alors, il y a quelques éléments qui le laissent penser. Alors, sans revenir aux écrits de Claude Lévi-Strauss, qui disait déjà dans les années 50 que effectivement les femmes allaient trouver mari ailleurs et que les hommes restaient. On a quelques cas. Henri Dudet, toujours lui, avait remarqué des cas de rotules qui présentaient des malformations congénitales. Et l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que ça soit lié à de l'exogamie, c'est-à-dire qu'en fait les femmes venaient de villages extérieurs, parfois éloignés, les hommes restaient, et ça pouvait entraîner quelques malformations congénitales. Reste la prise en charge du handicap. Elle existe, et elle a preuve bien sûr d'un altruisme. C'est le cas, par exemple, en Normandie au cours du 4e millénaire. Oui, tout à fait. Ce cas est très très célèbre, d'un petit nain bossu retrouvé dans une sépulture collective. Donc, cet individu n'a pu survivre qu'avec justement l'altruisme et l'aide et la solidarité du groupe dans lequel il vivait. Et à sa mort, on ne l'a pas du tout relégué, on l'a pas exclu, on l'a enterré dans la sépulture collective, dans la sépulture communautaire. Pour juste revenir sur le cas de l'exogamie, aujourd'hui, vous savez que l'archéologie utilise un faisceau de sciences annexes, et notamment des analyses dentaires, de l'émail dentaire, la mesure du strontium dentaire. Et dans plusieurs cas de fouilles récentes, où les squelettes ont pu être examinés sous cet angle, on a pu déterminer qu'effectivement, les hommes souvent étaient nés à l'endroit où ils étaient enterrés, ou en tout cas dans un périmètre assez réduit, alors que parfois les femmes venaient de régions géographiques plus éloignées. Ça revient toujours à cette idée d'exogamie. À la fin du livre, je parle de cas singuliers, notamment de massacres de masse, et parfois, dans certains charniers, il manque les femmes.
il manque les femmes et il manque aussi les tout petits enfants, ceux qui étaient encore peut-être étroitement liés aux mères. Alors est-ce qu'il s'agissait de massacres liés à des rapts, sans aller jusqu'à l'enlèvement des Sabines, mais effectivement tout cela concorde vers une idée effectivement de système où l'exogamie serait peut-être de règle. Alain Benex, regardons les comportements funéraires et symboliques. Le mobilier est parfois exceptionnel. C'est le cas par exemple dans l'Aisne, avec des sortes de figurines en os. Ah oui, vous pensez aux deux petites figurines anthropomorphes retrouvées à Berry-au-Bac. On en connaît une autre en Alsace, dans la nécropole d'Ensisheim. Effectivement, ce sont des métapodes de petits ruminants sur lesquels on a en fait serti des petites rondelles de nacre pour figurer les yeux, la bouche, le nez. Et dans un des cas, l'objet a été largement manipulé parce qu'il y a des traces de poli d'usage sur l'objet. Alors, on avait jusque-là évoqué la possibilité de figurines cultuelles. Donc, vous savez ce que pensait Alain Testard, toujours des interprétations cultuelles que l'on pouvait tirer de faits archéologiques. Et j'aimais l'hypothèse, mais elle vaut ce qu'elle vaut, qu'on aurait plutôt à faire des jouets, tout simplement, puisque ces figurines ne se retrouvent uniquement dans la culture rubanée, déjà, donc au néolithique ancien, uniquement dans des sépultures d'enfants. On connaît que quelques exemplaires. Ce ne serait pas complètement invraisemblable que ces petits os aient été entourés de paille, de foin, de cuir pour former de sortes de petites poupées, et qu'à la mort de l'enfant, on ait mis dans la sépulture ces pièces. Et justement, ça confirmerait l'existence d'un réel sentiment de l'enfance, et que nos néolithiques étaient touchés par le décès de leur progéniture en mettant des objets hautement symboliques et qui parlaient pour le petit défunt, en allant mettre ces objets dans la tombe. Justement, vous me parliez de l'Alsace et de ce bassin parisien. Or, dans cette partie du nord de la France, il nous manquerait 96% des tombes d'enfants morts en bas âge, Oui. de moins de 5 ans. Oui. Alors moi, je ne peux parler que de celles que l'on connaît, effectivement. Statistiquement, il y a une pénurie, on va dire, de tombes d'enfants, tant dans les villages, lorsqu'on a des sépultures de villages, que dans les nécropoles. Alors, on peut gloser des heures. Était-il enterré ailleurs? Pratiquait-on d'autres rituels à leur égard? Ça, bien malin celui qui pourrait avancer la moindre piste. Il y a aussi la possibilité, que ces ossements étaient beaucoup plus fragiles que les ossements d'adultes et que les agents physico-chimiques du sol aient pu détruire ces ossements. Une conservation différentielle. Une conservation différentielle, absolument. Ou le fait que les sépultures étaient moins profondes dans le sol, puisqu'évidemment, vous avez une masse moins importante à enterrer. Bon. Tout cela est possible. Effectivement, il manque... Alors, parfois, on s'est rendu compte que dans les nécropoles, les enfants n'accédaient qu'à un certain âge. En Allemagne, notamment, là, vous parliez de l'Est et du Nord de la France, mais en Allemagne, dans les nécropoles du Rubanais, on s'est nettement bien aperçu que les enfants apparaissent à partir de l'âge de 6 ans en plus grand nombre dans les nécropoles. Et qu'avant 6 ans, ils n'y sont pas. Alors, était-il enterré dans les habitats, dans les villages? C'est le cas, on a des sépultures de villages, des tombes d'enfants dans les habitations. Y aurait-il eu une sorte de rite de passage qui permettait à l'enfant d'accéder à la tombe communautaire ou au cimetière communautaire? Est-ce que, avant ce rite de passage, on considérait que les enfants n'avaient pas leur place dans la société et relevaient uniquement de la famille? Mais sans pour autant, rejeter ces petits corps. Parce que pendant longtemps, on croyait que justement, comme ils n'avaient pas de place sociale, on pouvait se débarrasser des corps. Les travaux d'ethnologues ont longtemps pesé sur cette vision-là. Philippe Ariès aussi, qui considérait que l'enfant, jusqu'au XIXe siècle, ne préoccupait pas en quelque sorte les parents. Bien que le roi Ladurie, dans Montaillou, déjà, émettait des réserves sur cette théorie. Et disait, mais attendez, dans les familles paysannes, rurales, il y a un attachement à l'égard des tout-petits. À Montaillou, il l'avait vu. Peut-être effectivement que, jusqu'à un certain âge, l'enfant était considéré comme membre de sa famille et pas membre de la communauté. Et donc, à son décès, on l'enterrait dans le cadre familial, dans la maison ou à proximité de la maison. Peut-on percevoir une valorisation affective concernant ces petits? Les archéologues, d'ailleurs, ont-ils les moyens de voir cela? Alors, oui. L'affection. Bien sûr. Ou alors, c'est parce qu'on ne veut pas le voir. Mais quand vous avez des sépultures doubles, par exemple, qui associent un squelette féminin avec un squelette d'enfant, et que l'adulte enserre l'enfant dans ses bras, ou que l'adulte tient la tête de l'enfant entre ses mains, ou que l'on retrouve les corps entrelacés, il y a forcément une connotation affective.
Ce n'est pas qu'un aléa statistique qu'on a enterré un adulte et un enfant parce qu'ils sont morts en même temps dans le même village. Il y a des liens dans la vie que l'on veut perpétuer dans la mort. Ça, c'est indéniable. Vous évoquiez tout à l'heure les petites figurines. Si on met le jouet préféré de l'enfant dans la tombe, c'est qu'il y a une volonté, en quelque sorte, de lui satisfaire. En mettant ça dans la sépulture. Vous avez des tombes d'enfants qui sont parfaitement architecturées. Je pense notamment aux tombes en dalles dans le midi de la France, au néolithique moyen, où on construit donc une tombe tout aussi élaborée pour l'enfant que pour les adultes enterrés à proximité. Les tombes chamblandes voilà, par du exemple. lac. Oui, tout à fait. Oui, de la région de nos amis suisses. Le mobilier funéraire. Vous avez dans les sépultures du Rubanais la moitié des tombes d'enfants qui possèdent des objets de parure. Et certaines tombes, dans chaque nécropole rubanais, vous avez même des tombes d'enfants qui sont créditées de mobilier en quantité, en qualité supérieure à certaines sépultures d'adultes. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas, de distinguer certains enfants. Justement, est-ce que l'on peut penser que le pouvoir était hérité, puisqu'il ne pouvait pas être encore acquis, vu que les enfants étaient trop jeunes? Alors, est-ce qu'on hérite de quelque chose? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Moi, j'aurais tendance à penser, effectivement, que le pouvoir est héréditaire, dès le néolithique. Quand vous avez des tombes, je pense aux monuments cernis, c'est ces fameux, les monuments de type Passy. Ce sont des très longs du levé de terre. Oblongs, avec des fossés, gigantesques. voilà. Et on sait aujourd'hui que tous les individus n'accédaient pas à ces monuments. Qu'il y avait un filtrage assez sourcilleux, on va dire, pour enterrer les individus dans ces monuments. Et on retrouve des enfants dans ces monuments. On retrouve des hommes, des femmes et des enfants. Des enfants qui possèdent aussi des objets de qualité équivalente à celle des hommes. Des enfants de moins de 10 ans qui ont les mêmes objets que les adultes, c'est forcément qu'ils appartenaient à une famille de puissants, on va dire. Donc je pense effectivement qu'il y a un héritage. Il y a une étude très intéressante qui a porté sur les objets de parure dans les sépultures collectives du bassin parisien. Et la personne qui a fait cette étude s'est rendue compte que certaines parures étaient usées. Et elles étaient dans les tombes d'enfants. Évidemment, c'est pas l'enfant qui a pu les user. Donc, peut-être une transmission d'objets, d'une génération à une autre. Si on transmet les objets, pourquoi on ne transmettrait pas un statut? En tout cas, visiblement, on placerait la barrière des sociétés à lignage au néolithique, dès que l'enfant, bien sûr, a fait l'objet d'un traitement funéraire. Dès le moment que archéologiquement, en tout cas, on puisse percevoir, à travers les sépultures, ces marques distinctives que l'on va retrouver dans les sépultures d'enfants, au même titre que dans les sépultures d'adultes. Et d'ailleurs, lorsqu'on observe ces sépultures d'enfants, on se rend compte que les enfants recevaient tous un traitement funéraire. Mais qu'il était différent, évidemment. Vous avez des enfants privilégiés, favorisés. On le voit dans les tombes rubanais, dans certaines nécropoles du Campaniforme ou du complexe à céramique cordée. Et on retrouve aussi, à la même période, des enfants relégués, jetés dans des fosses domestiques désaffectées, au même titre d'ailleurs que les adultes qui ont été jetés dans ces mêmes fosses. Donc, en fait, les enfants recevaient le même type de traitement que les adultes pouvaient recevoir. Par conséquent, il y a de fortes probabilités qu'il y a des statuts hérités. Si vous naissez dans une famille puissante, aisée, vous allez recevoir une sépulture architecturée, de qualité, avec un mobilier équivalent à certaines tombes d'adultes. Si vous êtes né dans des strates inférieures de la société, c'était Alain Testard qui émettait l'hypothèse d'esclave au néolithique. Je n'irai pas jusque-là parce que je trouve que c'est un terme un peu anachronique. Esclave, ça rappelle l'Antiquité avec des marchés, achats, ventes, etc. Mais je dirais plutôt de population servile. Imaginons par exemple les populations de serfs du Moyen-Âge, qui seraient tout à fait comparables avec ces populations, peut-être des strates les plus basses de la société néolithique. Eh bien, elles bénéficiaient de traitements funéraires différents et les enfants aussi. En tout cas, en général, il y a une sorte de constante. Les enfants de très bas âge sont enterrés sous l'habitat. Alors, ça, on le retrouve notamment au néolithique ancien. Effectivement, sous l'habitat. 6e, 5e millénaire, voilà, à peu près, avant notre ère. Absolument. C'est souvent des enfants en très bas âge, moins de 5 ans, et comme si on ne voulait pas se séparer de ces enfants-là. Comme je vous disais tout à l'heure, ils n'avaient pas encore acquis la possibilité d'aller dans la sépulture communautaire ou dans le cimetière communautaire. On les gardait dans l'habitat parce que finalement, ils en faisaient encore partie intégrante. Peut-être aussi parce que jusqu'à un certain âge, ils dépendaient de l'univers des femmes. Et l'univers des femmes au néolithique, c'est aussi la maisonnée. Ce qui peut expliquer parfois aussi des inhumations dans des vases en terre cuite, dans des pots. La raison n'est pas très pratique parce que l'investissement n'est pas très lourd. Souvent, c'est de la vaisselle domestique qui était utilisée pour enterrer le nouveau-né. Mais peut-être parce que l'inhumation incombait aux femmes
et elles utilisaient ce qu'elles avaient à leur portée. Évoquons très rapidement quelques sépultures tout à fait particulières. Tout d'abord, les sépultures, on va dire multiples ou doubles, 2 individus ensemble. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça parle quand même. Alors évidemment, 2 individus ensemble, ça laisse supposer que ou les 2 individus sont décédés en même temps, ou que la mort de l'un est liée à la mort de l'autre. Probablement peut-être l'adulte qui décède, puis on sait aussi par des exemples ethnographiques que parfois le dernier enfant qui reste d'un couple, dès que le dernier parent nourricier est décédé, on peut mettre à mort l'enfant. Évidemment, ça c'est que pure spéculation, parce qu'il faudrait retrouver des traces de mort violente sur le squelette de l'enfant, ce qui n'est pas toujours démontrable. Mais vous avez aussi des tombes doubles d'enfants. Alors là, probablement une crise épidémique a pu emporter 2 membres d'une même fratrie ou d'une même parentèle, et on a enterré les 2 individus, souvent dans des positions aussi face à face, les bras entrelacés, dans des postures quand même qui traduisent un lien affectif entre les 2. Et puis l'enfant n'échappe pas à la violence de masse, et Dieu sait si cette période néolithique qu'on pensait pacifique est guerrière, et nous avons quelques beaux cas sur ce sujet. On a de très beaux cas. Alors là aussi, les enfants n'échappent pas au traitement qui était réservé aux adultes. Je pense à la fosse de Thalheim. Sur 34 individus, il y a 13 enfants. Certains ont été même massacrés à terre, alors qu'ils étaient à terre, avec plusieurs coups répétés sur la boîte crânienne, à coups de ces fameuses herminettes de l'époque rubanée. On a des cas aussi de sépultures d'accompagnement, où vous avez un corps qui est inhumé dans une posture conventionnelle et autour duquel on a projeté des corps dans des positions plus ou moins anarchiques, et on retrouve des enfants parmi ces sépultures dites d'accompagnement, donc des individus qui ont peut-être été mis à mort pour accompagner un individu privilégié en quelque sorte. On a aussi des cas de violence directe sur les enfants. Une collègue anglaise a étudié beaucoup de sépultures d'enfants d'Europe au néolithique ancien, et cette étude a révélé que beaucoup de crânes portaient des impacts d'objets contondants sur la boîte crânienne, donc effectivement comme les adultes. Un dernier cas, Fontbrégois, un cannibalisme ? Alors oui, c'est l'hypothèse de Jean Courtin, et j'adhère à cette idée. C'est très simple, 8 individus qui ont été dépecés à l'image des animaux, c'est-à-dire que les ossements présentent toutes les caractéristiques, toutes les stigmates de traces de boucherie animale, mais on a affaire à des humains. Et sur les 8 individus, il y a 4 enfants. Et ces 4 petits, malheureusement, ont vu leur crâne écorché, la boîte crânienne percutée pour extraire la masse cérébrale quand il était mangé. C'est pas impossible, puisque, je vous dis, les ossements ont été traités de la même manière que les ossements d'animaux. Alain Benex, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, L'enfant et la mort dans l'Occident néolithique.